Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace. Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible, car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante 9 fois plus large que la Terre. À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes. Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roches de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien. Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini. Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'osons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande, et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intacts suffisamment longtemps. Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais, car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets. Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carrousel qui ne s'arrête jamais.
Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux, il faut attendre qu'il passe. On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet, car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis il fait sombre, froid, et on se sent très seul dans ces anneaux. Tu voulais construire une base sur un objet spatial? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence. Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre, mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne. Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre Lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie. En quelques centaines d'années passées sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture. D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace? Où trouveraient-ils de quoi manger? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. Saturne n'est pas la seule planète à posséder des anneaux. Neptune, Uranus et Jupiter en ont également. Étonnant, n'est-ce pas? Même si Neptune est très éloigné, nous avons pu observer ces anneaux avec une clarté inégalée au cours des 30 dernières années. Et regardez cette bonne vieille Uranus. Elle possède 2 systèmes d'anneaux. Le système interne est composé de 9 anneaux principalement gris foncé et assez étroits. Et puis il y a 2 anneaux externes. Le plus extérieur est bleu comme l'un des anneaux de Saturne, tandis que le plus intérieur est rougeâtre, comme certains anneaux poussiéreux que l'on trouve dans d'autres endroits de notre système solaire. Jupiter n'est pas mal non plus. Ces anneaux sont constitués de petites particules de poussière, et ils sont si peu visibles que nous ne pouvons les voir que lorsqu'ils sont éclairés par le soleil ou lorsque nous les observons directement dans la lumière infrarouge. L'histoire de la formation des anneaux de Jupiter est intéressante. La poussière dont sont constitués les anneaux s'est formée lorsque des micrométéores, de minuscules morceaux de roches et de débris, sont entrés en collision avec les petites lunes qui entourent Jupiter. Comme on pouvait s'y attendre, ces impacts ont fait des dégâts et ont projeté pas mal de poussière dans l'espace. Jupiter a manifestement saisi l'occasion de se doter de jolis anneaux en capturant cette poussière dans son orbite. Ces particules sont très petites.
Lors d'impacts plus importants, la gravité ramène généralement les plus gros morceaux à la surface des lunes elles-mêmes. Ces micrométéores continuent de frapper ces satellites et d'ajouter de la poussière aux anneaux de Jupiter, qui restent donc toujours passablement neufs. D'accord, c'est une bien belle histoire, mais aucune de ces planètes ne possède d'anneaux aussi spectaculaires que ceux de Saturne. Ceux-ci sont constitués de petites particules de glace, de roches et de poussière, qui viennent probablement d'astéroïdes, de comètes ou de lunes qui se sont brisées avant même d'avoir atteint Saturne, et ce en raison de sa forte gravité. La particularité des anneaux de Saturne réside dans le fait qu'ils sont constitués de nombreuses particules qui réfléchissent beaucoup de lumière. C'est pourquoi ils sont visibles pour nous, même avec un télescope ordinaire utilisé par des astronomes amateurs. Lorsque nous regardons dans notre télescope, nous voyons clairement les anneaux parce qu'ils sont grands et brillants. La taille des fragments qui constituent les anneaux varie du minuscule grain de poussière au rocher, grand comme une maison. En fait, il se trouve aussi des particules aussi grosses que des montagnes. Imaginez-vous assis au sommet d'une montagne, tandis que celle-ci tourne autour de cette magnifique planète. Si vous pouviez observer ces anneaux depuis le sommet des nuages présents sur Saturne, ils vous apparaîtraient essentiellement blancs. En outre, chacun des anneaux se déplace à sa propre vitesse. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Mais les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Il semblerait que ces anneaux fascinants soient en train de disparaître. En effet, depuis les années 1980, nos astronomes observent une diminution progressive de leur volume. Il semblerait que les particules des anneaux pleuvent lentement dans l'atmosphère de Saturne. Mais il ne s'agit pas d'une pluie ordinaire. Chaque jour, une quantité d'eau équivalente à celle d'une piscine olympique tombe sur Saturne. Mais les scientifiques ne savent pas encore exactement à quelle vitesse ces anneaux sont en train de disparaître, ni quand ils nous diront définitivement adieu. Pour le savoir, nous disposons du télescope spatial James Webb de la NASA, ainsi que de l'observatoire Keck à Hawaï, qui doivent étudier Saturne sur une longue période. Ils surveillent ce qu'il en est précisément de cette fameuse pluie d'anneaux, comment elle évolue, par exemple, au cours d'une saison complète sur Saturne. Cela représente environ 7 années terrestres. Une grande quantité de matière tombe en permanence sur Saturne. Entre 400 et 2800 kg de glace se déversent sur la géante gazeuse à chaque seconde. Cela a pour effet de réchauffer sa haute atmosphère. Si ce phénomène se poursuit à ce rythme, les anneaux de Saturne pourraient disparaître dans environ 300 millions d'années. Espérons que l'humanité aura droit à au moins un tour de montagne russe avant qu'il ne soit trop tard. Si 300 millions d'années vous semblent long, c'est relativement bref pour l'univers. Mais ce rythme pourrait ralentir au fil du temps. Les anneaux pourraient donc avoir jusqu'à 1 milliard d'années devant eux. Mais si les choses au contraire s'accélèrent, ils pourraient ne survivre qu'une petite centaine de millions d'années. Ce processus ne se produit pas tout seul. Les roches spatiales et les radiations provenant du Soleil affectent toutes les particules contenues dans les anneaux. Ils leur confèrent une charge électrique. Cette charge les fait adhérer aux lignes du champ magnétique de Saturne. La puissante gravité de la planète attire alors toutes ces particules glacées, qui s'écoulent ensuite dans la haute atmosphère. Saturne fait le tour du Soleil tous les 29,5 ans. Au cours de son périple, elle se rapproche et s'éloigne du Soleil. Et ses anneaux, bien sûr, la suivent. L'inclinaison de la planète influe sur la façon dont le rayonnement solaire affecte les couches les plus profondes des anneaux. D'où provient la majeure partie de cette pluie glacée. Les scientifiques pensent que lorsque les anneaux sont inclinés face au Soleil, il y a plus de matière qui tombe sur Saturne. En revanche, lorsque les anneaux sont de biais par rapport au Soleil, la chute de matière sur Saturne ralentit. Les scientifiques n'essaient pas seulement de prédire le destin des anneaux de Saturne. Ils débattent également de la date et de la manière dont ils se sont formés. Selon certaines théories, les anneaux existeraient depuis la formation de notre système solaire, il y a des milliards d'années. Mais la sonde Cassini, qui a exploré Saturne, a rapporté des données qui incitent au contraire à penser que les anneaux seraient bien plus jeunes que cela. Ils auraient entre 10 et 100 millions d'années. Selon une autre idée intéressante, la pluie abondante qui tombe des anneaux pourrait les faire paraître plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité. Auraient-ils trouvé leur propre fontaine de jouvence? Tôt ou tard, Saturne devra faire face à une crise d'identité lorsqu'elle perdra ses magnifiques anneaux.
On s'était dit que cette année n'allait pas être très bonne pour notre belle Saturne, car une de ses voisines était en train de lui rafler le titre de planète ayant le plus grand nombre de satellites. En février 2023, les scientifiques ont ainsi découvert 12 nouvelles lunes autour de Jupiter. Et cette géante de gaz a donc réussi à détrôner Saturne, qui tombe à la 2e place. Ces lunes leur sont apparues accidentellement alors qu'ils cherchaient la planète 9. Vous savez, cette planète hypothétique qui se cache peut-être quelque part dans la zone extérieure de notre système solaire. Ces lunes nouvellement découvertes sont plutôt petites et peu lumineuses, mais elles n'ont pas pu échapper à notre puissant télescope et aux techniques avancées utilisées par les scientifiques pour les repérer. Ce qui est intéressant, c'est que 9 de ces nouvelles lunes orbitent autour de Jupiter dans le sens inverse de sa rotation, tandis que les 3 autres orbitent dans le même sens. Que leur est-il arrivé? Savent-elles même qu'elles tournent dans la mauvaise direction? Certains pensent qu'il pourrait s'agir des restes de corps plus gros qui se seraient dû briser après une catastrophique collision. C'est assez courant dans l'espace. Une lune appelée Valetudo a été découverte il y a quelques années. Contrairement aux lunes rétrogrades, Valetudo a une orbite prograde, ce qui signifie qu'elle tourne dans le même sens que Jupiter. Ce qui est intéressant, c'est que Valetudo se déplace sur une orbite qui croise les trajectoires de ces lunes rétrogrades. Se pourrait-il que ces dernières se soient formées à la suite d'une collision avec des lunes progrades? Nous espérons le découvrir un jour. Ce fut un grand succès pour Jupiter, mais 3 mois plus tard, les choses changèrent à nouveau. On découvrit 62 nouveaux satellites autour de Saturne. Saturne est donc redevenue la championne, avec 145 lunes au total, contre seulement 95 pour Jupiter. Les astronomes ont découvert ces nouvelles lunes en utilisant une technique appelée Shift and Stack. Cela signifie qu'ils ont combiné plusieurs images en fonction du mouvement de la Lune étudiée, ce qui a permis d'accentuer le faible signal émis par le satellite. C'est ainsi qu'ils ont découvert des lunes plus petites et moins lumineuses. Ils n'auraient pas été en mesure de les voir avec une seule image, certaines ne faisant que 2,5 km de diamètre. Pour confirmer qu'il s'agissait bien de lunes et non d'astéroïdes qui passaient par là, ils les ont suivis pendant quelques années. Ainsi, Saturne perd peut-être ses anneaux, mais elle possède plus de lunes que prévu. Et qui sait combien d'autres choses intéressantes nous trouverons dans son voisinage. Pourquoi aimons-nous tant Saturne? Parce que nous trouvons ces anneaux merveilleux. Grâce à eux, cette planète se démarque dans le système solaire. Les principaux anneaux ont un diamètre de 270 000 km, mais leur épaisseur ne dépasse pas les 100 mètres. L'anneau le plus lent et le plus excentré tourne à environ 16,4 km par seconde. La planète tourne plus rapidement que ça sur elle-même. Mais sais-tu que Saturne est resté dépourvu d'anneaux pendant la majeure partie de son histoire? Nous allons découvrir les origines de leur formation. Grâce à la dernière visite de la sonde Cassini, les chercheurs ont pu estimer la masse de ces anneaux, 15 millions de milliards de tonnes. En outre, ils ont pu déterminer que les anneaux avaient entre 10 et 100 millions d'années, donc qu'ils sont bien plus jeunes que la planète elle-même. Ces anneaux ne forment une masse solide qu'en apparence. Ils sont en réalité constitués de milliards de morceaux de roche et de glace. Certains font la taille d'un grain de riz, d'autres sont aussi gros qu'une maison ou même qu'une montagne. Les morceaux de glace et de roche les plus proches de la planète filent à une vitesse d'environ 83 000 km/h et de mystérieux rayons traversent ces anneaux. Ils semblent se former et se disperser en quelques heures seulement. Il se peut que ces rayons soient constitués de minuscules particules formant des plaques chargées d'électricité, résultat de l'impact de petits météores. Ou peut-être s'agit-il en fait de faisceaux d'électrons provenant de la foudre de Saturne. Selon une théorie, les anneaux de Saturne sont des résidus qui auraient dû former une lune en s'agrégeant, mais ne l'ont tout simplement pas fait. Selon une autre théorie, ils proviendraient de Theia, une planète de la taille de Mars qui est entrée en collision avec la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Les parties les plus légères de la croûte ont été projetées dans l'espace au moment de l'impact, tandis que le noyau, plus dense, n'a pas bougé. Mais dans le cas de Saturne, tous ces débris n'ont pas fini par former une lune. Ils ont formé ces anneaux qui rendent cette planète si reconnaissable.
Selon une autre théorie, les anneaux se seraient formés à partir de la poussière et des débris d'une lune détruite lors d'une immense collision, peut-être avec un astéroïde ou une comète. Ou peut-être que les anneaux sont là parce qu'un jour, une lune s'est désagrégée en raison des forces gravitationnelles de la planète elle-même. Si ces anneaux s'étaient formés dès la naissance de Saturne, ils auraient eu plus de 4 milliards d'années pour accumuler davantage de débris et de poussière provenant de collisions de micrométéorites. Mais ils sont en fait principalement constitués de glace d'eau, pas de poussière, ce qui signifie qu'ils sont plus jeunes que nous ne le pensions. Et les caractéristiques de ce système d'anneaux nous informent également sur l'intérieur de la planète elle-même. Il semblerait que son noyau ait une consistance boueuse. Plus on se rapproche du noyau de la planète, plus l'hélium et l'hydrogène qui la composent se mêlent à la roche et à la glace. On observe un phénomène similaire dans nos océans. Plus tu descends en profondeur, plus le niveau de salinité augmente. Mais ces anneaux pourraient disparaître dans un avenir lointain. Les anneaux sont plus répandus qu'on ne le pense. Jupiter, Uranus et Neptune possèdent tous leur propre système d'anneaux, mais ils sont différents sur chaque planète. Saturne a sans aucun doute les anneaux les plus spectaculaires, c'est vrai. Les autres planètes sont principalement entourées de poussière et de particules rocheuses. Mais il n'y a pas que les planètes. D'autres types de corps spatiaux peuvent posséder des anneaux. Par exemple, l'astéroïde Chariklo. Mais il semble que ce phénomène soit propre aux géantes gazeuses de notre système solaire. En effet, les planètes rocheuses ou terrestres n'ont pas d'anneaux. Et ce serait, selon une théorie, parce que les planètes gazeuses situées dans la zone la plus reculée du système solaire protègent les planètes rocheuses situées, elles, dans la région intérieure de ce même système. D'innombrables collisions auraient formé ces anneaux autour de ces planètes. Ou alors, c'est parce que les géantes gazeuses sont beaucoup plus grosses et que leur énorme volume leur permet d'avoir un système d'anneaux qui peut rester stable. Et si la Terre avait aussi eu des anneaux dans le passé ? Peut-être à l'époque de la grande collision, au moment de la formation de notre Lune. Mais passons maintenant à quelque chose de vraiment cool au sujet de notre système solaire. Pluton, une minuscule planète naine située à la périphérie de notre système solaire, nous la considérions jadis comme une planète à part entière, possède une atmosphère assez bizarre. Personne ne s'attendait à observer une brume si élevée à 1600 km de hauteur. Cela veut dire qu'elle s'élève plus haut que ne le fait l'atmosphère de notre propre planète. Et l'atmosphère de Pluton est constituée d'environ 20 couches. Elles sont plus denses et beaucoup plus froides que ce que les scientifiques avaient prévu. Des tonnes d'azote gazeux s'échappent de Pluton à chaque heure. Mais la planète naine parvient toujours à recréer de nouvelles réserves d'azote malgré ses pertes. Selon une théorie, c'est son activité géologique qui produirait ce gaz. Notre Lune est plutôt paisible, mais on ne peut pas en dire autant d'Io, l'une des lunes de Jupiter. Celle-ci possède des centaines de volcans. C'est la Lune avec la plus grande activité volcanique de notre système solaire. Io envoie des panaches de soufre à une hauteur incroyable de 300 km, bien au-delà de son atmosphère. Ces volcans émettent de nombreuses particules et divers gaz dans l'espace, juste à côté de Jupiter, et ce, à chaque seconde. Ces activités éruptives sont dues aux puissantes forces gravitationnelles ainsi qu'à l'immense champ magnétique de Jupiter. Les entrailles d'Io se compriment et se dilatent en permanence, selon la distance de Jupiter. Et c'est cette constante activité qui la rend si éruptive. Et puisqu'on parle de volcans, savais-tu que Mars en possède un qui est plus grand que l'État d'Hawaï tout entier ? Au premier abord, on penserait qu'il s'agit d'une planète tout ce qu'il y a de plus paisible. Mais autrefois, il y avait d'énormes volcans sur toute sa surface. Et parmi eux, il y avait le célèbre Olympus Mons, le plus grand volcan jamais découvert dans notre système solaire. Il mesure 602 km de diamètre, ce qui est à peu près la taille de l'Arizona. Olympus Mons fait 25 km de haut, soit 3 fois la hauteur de notre plus haute montagne, le mont Everest. Et par son volume, ce volcan est 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. Si Mars possède de si grands volcans, c'est parce que sa gravité est beaucoup plus faible que celle de notre planète. En outre, la croûte terrestre bouge constamment, contrairement à la croûte martienne. Sais-tu comment les îles hawaïennes se sont formées ? Une zone extrêmement chaude dans le manteau a créé une chaîne de volcans dans la croûte située juste au-dessus d'elle. Un volcan martien peut prendre de telles proportions car sa surface ne bouge pas. Un volcan peut donc y grandir en toute tranquillité et pendant très longtemps.
Miranda est l'une des lunes les plus étranges de notre système solaire. C'est une lune pleine d'ombre qui orbite autour d'Uranus et qui possède de nombreux cratères, de hautes crêtes et autres perturbations à sa surface. Habituellement, ce type de relief indique qu'une certaine zone a connu une grande activité volcanique, mais ce n'est pas le cas de Miranda. De plus, cette lune est bien trop petite pour qu'il y ait une quelconque activité tectonique, un autre phénomène à l'origine de ce type de relief. Selon une théorie, c'est la force gravitationnelle d'Uranus qui aurait pu causer toutes ces bosses à la surface de Miranda. Il nous faudra envoyer une autre sonde afin de découvrir ce qui s'est réellement passé là-bas. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. 97% des atomes qui nous constituent possèdent la même origine que la matière dont se compose notre galaxie. On parle d'éléments constitutifs pour désigner les composants essentiels à la vie sur Terre. Les étoiles possèdent elles aussi ces éléments, mais dans des proportions différentes. Par exemple, notre masse contient 65% d'oxygène, alors que les éléments que nous mesurons dans l'espace, comme les spectres des étoiles, contiennent moins d'1% d'oxygène. Mercure est déjà la plus petite planète de notre système solaire, j'exclus ici certains autres corps, par exemple la planète naine Pluton, et il semble qu'elle ne cesse de rétrécir. C'est la deuxième planète la plus dense après la Terre, mais elle se densifie encore à mesure que le temps passe. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que la Terre était la seule planète de notre système solaire à avoir des activités tectoniques. Mais maintenant, nous savons que Mercure est elle aussi active sur ce plan. La sonde Messenger a réussi à cartographier toute la planète. Les scientifiques se sont rendus compte qu'elle était couverte de failles aux allures de falaises, un relief vraiment accidenté, mais encore assez peu développé, ce qui leur fait penser que tout ça est relativement récent. Et Mercure continue de se contracter 4,5 milliards d'années après la formation de notre système solaire. Tu prends une paille géante et tu commences à gonfler Saturne. Elle devient de plus en plus grosse, et plus grosse encore. Ça suffit. Maintenant, ajoutons-lui des anneaux géants. Voilà, je te présente Super Saturne, également connu sous le nom de Saturne sous stéroïdes. C'est un objet réel que les scientifiques ont découvert en 2012, une planète nommée J1407b. Et les astronomes ne sont toujours pas certains de ce dont il s'agit vraiment. Il pourrait s'agir d'une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne dans notre système solaire. Dans ce cas, elle n'aurait pas de surface solide. Donc si tu voulais mettre le pied sur cette planète, tu tomberais simplement à travers elle jusqu'à son noyau. Mais il pourrait aussi s'agir d'une naine brune, soit quelque chose entre une grosse planète et une étoile à part entière. De tels objets doivent être suffisamment lourds pour déclencher des réactions thermonucléaires, comme celles qui se produisent à l'intérieur des étoiles. Mais la puissance de ces réactions est trop faible pour que les naines brunes brillent et émettent de la chaleur. Pour imaginer la taille et le poids de J1407b, regardons notre Terre. Si tu mets notre planète sur une balance, celle-ci indiquera son poids en tonnes d'un 6 suivi de 21 zéros. Notre planète fait environ 12 700 km de diamètre. C'est Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre. Elle est aussi 318 fois plus lourde. Si Jupiter était un seau, tu pourrais y mettre 1321 terres. Et voici notre héroïne du jour, Super Saturne. Elle est presque 20 fois plus grande que Jupiter. Pour équilibrer la balance, il faudrait mettre 6360 terres de l'autre côté. Les anneaux de cette planète sont si vastes que s'ils étaient dans le système solaire, ils occuperaient plus de la moitié de l'espace entre le Soleil et la Terre. Et si Super Saturne échangeait sa place avec notre Saturne à nous, tu pourrais voir ces anneaux à l'œil nu. Ils seraient plus grands qu'une pleine lune. On peut supposer que ces anneaux sont apparus de la même façon que ceux qui entourent notre Saturne. Selon une théorie, il serait ce qu'il reste d'une lune aujourd'hui disparue. Son orbite n'était pas stable et au fil du temps, la Lune a été mise en pièces par les forces de marée de l'énorme planète autour de laquelle elle tournait. De petits morceaux de cette ancienne Lune ont pris place sur l'orbite de la géante. Ils sont entrés en collision les uns avec les autres, exactement comme dans un mixeur. Après un certain temps, il n'est plus resté que des particules de poussière et de glace se déplaçant autour de la colossale planète. Une autre théorie suggère que les anneaux sont apparus après que la Lune soit entrée en collision avec un astéroïde ou avec une autre Lune. Le mixeur gravitationnel a alors fait son travail et a transformé tous ces débris de Lune en anneaux. Certains scientifiques pensent que les anneaux se sont formés à peu près en même temps que la planète elle-même. Ils ne seraient donc que les restes d'une nébuleuse planétaire, à savoir un nuage de gaz, de débris spatiaux et de poussière.
Plus tard, tout ça est devenu compact et s'est solidifié pour former une planète. Nous ne pouvons que spéculer sur l'origine des anneaux de Super Saturne, mais les scientifiques affirment que leur masse représente 80% de celle de la Terre. Cela signifie peut-être que la Lune qui orbitait autour de J1407b avait à peu près la même taille que notre planète. Il y a un petit trou au milieu de ces anneaux. Les scientifiques pensent que la Lune de Super Saturne pourrait s'y trouver. Si c'est le cas, elle devrait avoir à peu près la taille de Mars. Si les scientifiques ont raison et que Super Saturne est en fait une naine brune, alors c'est une découverte incroyable. Les scientifiques pourront la regarder vieillir. On suppose que les naines brunes perdent leur énergie et rétrécissent, se ternissant peu à peu. Et quand une naine brune a épuisé toute son énergie, elle se transforme en une naine noire. Il est alors facile de la confondre avec un trou noir. Nous n'avons encore découvert de naines noires nulle part dans l'univers parce qu'il leur faudrait des milliards et des milliards d'années pour se former. Notre univers est trop jeune et aucune étoile, même parmi celles qui sont apparues dès la naissance de l'univers, n'a eu le temps de devenir une naine noire. L'un des objets les plus anciens de l'univers est cette naine blanche au nom assez long, WD 0346 plus 246. Elle a environ 11 à 12 milliards d'années et est à moitié plus froide que notre Soleil. Et elle ne cesse de se refroidir. Il lui faudrait en années environ 10 suivi de 15 zéros pour se transformer en naine noire. À titre de comparaison, l'univers est âgé, en années encore, de 1,4 suivi de 10 zéros années. Les scientifiques pensent qu'une naine noire existera pendant environ 10 suivi de 25 zéros années, se nourrissant de matière noire. Après ça, ces protons, les plus petites particules de matière, commenceront à se désintégrer. Et ensuite, la naine noire s'évaporera tout simplement. Cela prendra encore 10 suivi de 49 zéros années. Mais si les protons restent intacts, un scénario bien plus intéressant attendra la naine noire. Dans 10 suivi de 1500 zéros années, la naine noire deviendra une étoile de fer. Il s'agit en gros d'un énorme boulet de canon dans l'espace. Cette sphère de fer existera des milliards de fois plus longtemps que notre univers tout entier n'a encore existé, jusqu'à ce qu'elle se transforme soudainement en trou noir. Le processus de formation d'une naine noire est donc extrêmement long. Il faudrait un temps fou à une étoile ordinaire pour vieillir ainsi. Mais Super Saturne, si c'est une naine brune, pourrait être beaucoup plus proche de cet état. Saturne sous stéroïdes n'est pas la seule planète étrange de notre univers. Voici Gliese 436b. Elle a été détectée à l'aide de la méthode du transit. Un transit se produit lorsqu'une planète se déplace entre son étoile hôte et un observateur. C'est un peu comme une éclipse lunaire. Cette planète fait 4 fois la taille de la Terre et est 22 fois plus lourde. C'est presque autant que Neptune. Elle abrite un monde aquatique hors du commun. L'eau y est solide, mais ce n'est pas de la glace. Elle a une température d'environ 270 degrés Celsius. L'eau de ta casserole se transforme en vapeur à 100 degrés Celsius, mais sur Gliese 436b, le liquide reste solide à cause de la pression extrême qui règne sur la planète. Les scientifiques ont aussi découvert que son atmosphère s'évaporait dans l'espace. C'est pourquoi il y a un nuage circulaire géant autour d'elle. Il se déplace constamment sur son orbite, ce qui donne à la planète une longue queue qui ressemble à celle d'une comète. Cancri E détient des richesses incroyables qui valent plus que tout l'argent de la Terre. Il y a des diamants éparpillés partout sur la planète. Cancri E est environ 2 fois plus large et 8 fois plus lourde que la Terre. Cette planète ne tourne pas. Un seul de ses côtés fait toujours face à son étoile hôte. Sa température de surface est presque 2 fois plus élevée que la température d'un feu brûlant. Et comme son étoile hôte est riche en carbone, la planète contient de grandes quantités de cet élément. La pression et les températures intenses aident à transformer le carbone en graphite et en diamant. Malheureusement, cette planète se trouve à 40 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 730 000 ans pour s'y rendre avec une fusée ordinaire. Une autre planète riche en pierres précieuses est At-P-7b. Elle se trouve à environ 1000 années-lumière de la Terre. Elle est 60% plus grande et presque 2 fois plus lourde que Jupiter. Cette planète est si proche de son étoile hôte qu'elle en fait le tour en seulement 2 jours terrestres. En raison de cette proximité avec l'étoile, At-P-7b est presque aussi chaude qu'une naine blanche. Si tu regardes la face nocturne de cette planète, tu verras des nuages étranges. Les scientifiques pensent que ces nuages sont peut-être riches en corindon. C'est la substance qui forme les rubis et les saphirs. Il est donc probable qu'il y pleuve des pierres précieuses aussi chères que magnifiques. WASP 12b est l'une des planètes les plus sombres jamais découvertes.
un seul de ses côtés fait face à son étoile hôte. La surface de la planète est si sombre qu'elle dévore environ 94% de toute la lumière visible. Elle ressemble donc beaucoup à un trou noir. L'étoile hôte réchauffe tellement cette planète que la matière qui s'y trouve s'évapore continuellement. Puis la forte gravité de l'étoile attire ce nuage vers elle, formant un disque. Mais TRES-2b est la championne. C'est la planète la plus sombre que l'on connaisse. Elle absorbe 99% de la lumière provenant de son étoile, ce qui signifie qu'elle absorbe plus de lumière qu'un morceau de charbon. 1% de la lumière restante est rouge car elle est réfléchie par cette géante gazeuse. De loin, cette planète a l'air vraiment maléfique. L'une des plus anciennes planètes de l'univers est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années. Cela signifie qu'elle s'est formée environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette planète est si vieille que ces deux étoiles hautes ont eu le temps d'évoluer. L'une est une naine blanche, l'autre est un pulsar qui fait presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être époustouflants. En ce moment, ce système stellaire se dirige vers un dense amas d'étoiles. Il est probable que cela finisse par une collision stellaire. Le sort de cette planète est donc inconnu. Kepler 438b est l'une des planètes les plus similaires à la Terre. Elle n'est que 12% plus grande et se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte, ni trop proche, ni trop éloignée. À cette distance, l'eau ne s'évapore pas à cause de la chaleur et ne se transforme pas en glace à cause du froid. Cette planète pourrait abriter de la vie à sa surface. À l'avenir, elle pourrait aussi devenir une nouvelle demeure pour l'humanité. Mais il nous faudrait encore 470 ans pour nous rendre sur cette planète, même si nous voyagions à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible en raison des lois de la physique. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Terre avait autrefois des anneaux. Habituellement, on pense à Saturne quand on parle d'anneaux. Mais on pense aujourd'hui que la Terre a eu sa propre bande de particules de poussière à un moment donné. C'était dû à un phénomène appelé pluie d'anneaux. Et oui, notre planète était entourée de tout un tas de petits rochers et de poussières, peut-être les restes d'une hypothétique planète appelée Theia. Cette protoplanète aurait fait partie du système solaire primitif, et on suppose qu'un jour, elle serait entrée en collision avec la Terre. Et que ce sont les énormes restes de cette collision qui auraient formé notre précieuse Lune, et que les petits morceaux auraient formé des anneaux. Dans tous les cas, des particules ont été attirées vers la surface de la Terre par la gravité. Tout cela s'est passé il y a environ 4 milliards et demi d'années, peu après la formation de notre planète. Nous le savons grâce à diverses sources. Par exemple, nous avons trouvé quelques petites perles de verre au cœur d'anciennes roches, formées, selon certains, par la chaleur intense au moment de l'entrée des particules annulaires dans l'atmosphère terrestre. Nous avons également trouvé des traces d'isotopes dans d'anciennes roches. Ces anneaux étaient beaucoup plus petits que ceux de Saturne, et ils n'étaient pas glacés. Ils ne brillaient donc pas. Ils étaient probablement constitués de roches et de poussière. Nos scientifiques pensent qu'ils se trouvaient à environ 1000 km au-dessus du niveau de la mer, et s'étendaient jusqu'à la limite de roche. Ils étaient plus éloignés de la Terre que la Station spatiale internationale et la plupart de nos satellites. Depuis l'équateur, les anneaux ressemblaient à une ligne droite dans le ciel. Mais si vous vous déplaciez vers le nord ou le sud, ils s'élargissaient, créant comme un arc. Près du pôle Nord, ils prenaient des teintes crépusculaires. Mais contrairement aux anneaux de Saturne qui perdurent, ceux de la Terre furent éphémères. Et c'est à cause du Soleil. La proximité de la Terre a fait que les particules d'eau glacée, capables de se former en anneaux, se sont transformées en gaz, ne laissant rien du tout derrière elles. Les rayons ultraviolets ont ensuite éliminé le reste. Et si la Terre avait gardé ses anneaux? Imaginez le spectacle de jour comme de nuit. Visuellement, ce serait époustouflant, de beaux anneaux flottant au-dessus de nos têtes. Pendant la journée, ils scintilleraient magnifiquement, et la nuit, ils seraient si lumineux que la pleine lune elle-même en serait éclipsée. Cependant, ils n'auraient pas qu'une influence positive sur nos vies. Tout d'abord, cette luminosité réfléchie par les anneaux troublerait les créatures nocturnes, les bousiers ou les mouettes à queue fourchue par exemple. C'est la lumière des étoiles qui les guide. Ces pauvres créatures seraient donc très confuses avec toute cette lumière en plus. Leurs habitudes en seraient perturbées. L'ombre projetée par les anneaux pourrait également perturber nos modèles météorologiques. Elle affecterait les niveaux de lumière du soleil et nuirait à la photosynthèse. Les températures changeraient selon l'épaisseur et la composition des anneaux. Et ça aurait un impact sur nos saisons et ça pourrait aussi provoquer des hivers plus froids et des étés plus chauds. Cela poserait également quelques problèmes à nos satellites.
Le carambolage serait incessant et notre technologie ne ferait pas le poids contre tous ces rochers. Si les anneaux avaient été là depuis le début et qu'on s'y était adapté, peut-être que les choses se passeraient bien. Mais s'ils apparaissaient soudainement, cela causerait des tonnes de problèmes. C'est donc une bonne chose que seul Saturne possède des anneaux. Mais peut-être n'est-ce pas le cas. Ces bandes lumineuses et la célèbre division de Cassini sont visibles même avec un petit télescope ou des jumelles d'astronomes amateurs. Elles sont super vieilles et pourraient avoir été formées à l'époque des dinosaures. En réalité, les 4 géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, en ont toutes. Leurs impressionnants anneaux sont composés de tonnes de petites particules de poussière, un mélange de roches et de glace. Ça va du minuscule fragment à des cailloux de la taille d'une maison. Et ça varie d'une planète à l'autre, chacune possédant sa propre composition. Pour en savoir plus sur leur composition, nous n'avons qu'à les observer. Certaines particules sont aussi petites que des grains de sable, tandis que d'autres sont aussi grandes que des bus à 2 étages. Nous nous intéressons aussi à leur réflectivité et à leur éclat. Les anneaux de Saturne sont principalement composés de glace d'eau, et ils ressemblent à d'étincelantes gouttelettes gelées. Ceux de Jupiter sont plus poussiéreux, de fines particules rocheuses, similaires aux astéroïdes. Les anneaux d'Uranus sont encore un mystère. Ils sont sombres, ce qui laisse penser qu'il ne s'agit pas de glace d'eau. Il pourrait s'agir de carbone, peut-être même de charbon. Et Neptune monte d'un cran. Ces anneaux sont encore plus sombres, suggérant une poussière super fine, peut-être du carbone ou de la glace de méthane. Les scientifiques étudient également le type de lumière que ces particules émettent. Ils divisent cette lumière en spectres pour étudier les anneaux. Par exemple, la glace d'eau, le fer et les tholins organiques donnent aux anneaux une teinte rougeâtre. Et ces géants ne sont pas les seuls dans l'univers à avoir cette caractéristique remarquable. Par exemple, il y a une planète bien au-delà de notre système solaire appelée J-Cumae 107b. Elle a des anneaux 200 fois plus larges que ceux de Saturne, et elle est époustouflante. La NASA a surnommé cette planète Super Saturne. À l'autre extrémité, il y a un objet avec seulement 2 petits anneaux appelés 1199 Chariclo. Si Super Saturne est probablement une géante possédant une énorme gravité, cet objet, lui, est très petit. Ce n'est même pas une planète, c'est ce qu'on appelle un centaure. C'est ainsi qu'on appelle les petits corps célestes. Dans le cas des planètes lointaines, nous découvrons généralement leurs anneaux grâce aux ondes radio. Toutes les planètes ou satellites émettent des signaux radio. Lorsque ces signaux traversent les anneaux qui les entourent, cela donne une symphonie étrange et plutôt folle. La taille et le poids des particules dans les anneaux déterminent les notes. Par exemple, les particules plus légères, comme l'aluminium, ont leur propre timbre, qui sera différent de celui du fer. Mais le vrai mystère est de savoir comment ils se forment. Chacune des planètes du système solaire a sa propre histoire. Dans le cas de Saturne, les scientifiques pensaient qu'elle avait peut-être eu un énorme satellite, et que ce satellite se serait un jour décomposé, après une collision par exemple, ce qui aurait formé ces fascinantes bandes rocheuses. Mais si nous additionnons tous les rochers, nous n'obtenons pas un objet assez grand, donc cette théorie n'est probablement pas juste. Les anneaux pourraient se provenir d'une collision, mais de plusieurs objets différents. Les faibles anneaux de Jupiter proviennent de particules de poussière projetées en orbite par des micrométéorites. Neptune a pas vraiment d'anneaux, mais plutôt des arcs. Ils ne forment pas des cercles complets autour de la planète, seulement des parties de cercles. Ils sont influencés par l'attraction gravitationnelle de Galatée. Enfin, les mystérieux anneaux d'Uranus, rouges et bleus, déconcertent les scientifiques. Nous n'avons aucune idée d'où ils viennent, tout comme pour Super Saturne et le Centaure que nous avons mentionné il y a un instant. Les anneaux de notre système solaire ont leur propre avenir. La triste vérité est que Saturne perdra un jour ses anneaux emblématiques. La sonde Cassini de la NASA nous a montré qu'ils sont lentement attirés vers la planète par la gravité et le champ magnétique. Cela se produit si rapidement que la pluie d'anneaux de Saturne pourrait remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. Un jour, ce qui était autrefois un si beau spectacle, mesurant 22 fois la longueur de la Terre, se réduira presque à rien et deviendra une toute petite partie de Saturne. Mais ne vous inquiétez pas, malgré cette vitesse, il faudra environ 100 à 300 millions d'années pour que tous ces anneaux disparaissent complètement. Mais il y a une chose positive.
Mars pourrait un jour avoir ses propres anneaux, même si cela prendra beaucoup de temps. Dans 30 à 50 millions d'années, Mars pourrait voir sa lune Phobos se désintégrer et former une bande éblouissante autour de la planète. Les fragments qui ne contribueront pas à l'anneau créeront des cratères sur la surface martienne. Espérons donc que nous n'y vivrons pas à ce moment-là. Les scientifiques de la NASA espèrent pouvoir continuer à étudier les anneaux des différentes planètes. En attendant, le télescope spatial James Webb continuera à les examiner et à les analyser. Espérons que nous en apprendrons davantage sur leurs mystères et sur l'histoire de notre système solaire. Reconnais-tu cet astre majestueux? La deuxième plus grande planète à partir du Soleil. En effet, une géante gazeuse à l'aspect brumeux jaune-brun, c'est bien ça. 7 anneaux énormes et intimidants, tout à fait. Tu l'as compris, il ne peut s'agir que de Saturne. Et récemment, le télescope spatial Hubble a fait une découverte étonnante. Apparemment, les anneaux de la planète exerceraient sur elle une force depuis longtemps. Une nouvelle étude a révélé que ces anneaux emblématiques réchauffaient la haute atmosphère de Saturne. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs de la NASA affirment qu'il s'agit là d'un phénomène que le monde scientifique n'a jamais observé ailleurs dans notre système solaire. Ce secret s'est trouvé juste sous notre nez pendant 40 ans, et ce n'est qu'après avoir exploité les relevés de la planète transmis par le télescope spatial Hubble, la sonde Cassini, désormais à la retraite, et les engins spatiaux Voyager 1 et 2, que les astronomes l'ont mis au jour. Cette interaction inattendue entre la géante gazeuse et ses anneaux pourrait devenir un outil permettant de prédire quelles planètes des autres systèmes stellaires possèdent également de magnifiques systèmes d'anneaux semblables à ceux de Saturne. Alors, comment s'est-il avéré que la planète géante était en train d'être lentement cuite par ses propres anneaux? L'indice caractéristique est un excès de rayonnement ultraviolet. Il s'agit d'une raie spectrale d'hydrogène réchauffée dans l'atmosphère de la géante gazeuse. L'augmentation du rayonnement ne peut que signifier que quelque chose irradie la haute atmosphère depuis l'extérieur. On ne sait pas encore très bien comment ce processus se produit, mais l'explication la plus probable est que des particules d'anneaux glacés pleuvent sur Saturne et provoquent ce réchauffement. Mais il pourrait aussi s'agir de l'impact de minuscules météorites ou des particules du vent solaire. Le réchauffement pourrait être causé par le rayonnement solaire ultraviolet ou par des forces électromagnétiques charriant des poussières chargées électriquement. Lorsque la sonde Cassini de la NASA a terminé sa mission et plongé dans l'atmosphère de Saturne, elle a eu le temps d'en mesurer les composants atmosphériques. Il s'est avéré que de nombreuses particules tombaient effectivement des anneaux. Mais dans tous les CA, ce processus de chauffe se produit grâce à l'influence du champ gravitationnel de la géante gazeuse. Les astronomes avaient connaissance de la lente désintégration des anneaux de Saturne. Mais comment ce processus affecte-t-il la planète? Cela mérite qu'on se penche sur la question. Bien, te souviens-tu de la sonde Cassini de la NASA dont on a parlé précédemment? Pendant plus d'une décennie, elle a étudié Saturne, partageant des clichés de la géante gazeuse et de ses lunes glacées. Elle nous a fait découvrir des mondes époustouflants où les rivières de méthane se transformaient en mers d'hydrocarbures, et où des jets de gaz et de glace projetaient des matériaux dans tout l'espace. Quoi qu'il en soit, cette même Cassini a également étudié la magnétosphère de Saturne. En effet, les forces qui agissent dans les profondeurs de la planète produisent une énorme bulle magnétique autour de celle-ci. Cette bulle est ce que l'on appelle la magnétosphère. Malheureusement, les astronomes disposent encore de très peu d'informations au sujet de ce phénomène typique de Saturne, car les champs magnétiques sont invisibles et évidemment plus simples à étudier de l'intérieur. Imagine la situation suivante. Des flux de particules chargées d'électricité en provenance du Soleil, il s'agit du vent solaire, se répandent dans le système à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Soudain, quelque chose apparaît sur leur chemin. C'est le champ magnétique de Saturne. Il protège la planète en repoussant les particules solaires. Par conséquent, les forces magnétiques du Soleil font rage à l'extérieur de la magnétosphère de Saturne, tandis qu'à l'intérieur de la bulle protectrice de la géante gazeuse, ce sont ses propres forces magnétiques qui dominent. Notre planète possède également un champ magnétique, mais sa magnétosphère est beaucoup plus petite. Et pourtant, elle nous protège efficacement des particules nocives provenant du Soleil et de l'espace. Même si Saturne est protégé par sa magnétosphère, le Soleil parvient toujours à lui causer du souci. Les vents énergétiques de notre étoile balayent la géante gazeuse, provoquant d'immenses aurores.
Mais contrairement aux aurores terrestres, les aurores de Saturne ne sont observables que dans la lumière ultraviolette. En d'autres termes, elles sont invisibles depuis la surface terrestre. On ne peut les voir que si l'on voyage dans l'espace. Mais apparemment, il existerait différents types d'aurores sur la géante gazeuse. Par exemple, un autre type est provoqué par les particules chargées provenant des éruptions volcaniques qui se produisent sur les nombreuses lunes de la planète. Enfin, certaines aurores de Saturne pourraient être causées par des vents puissants qui tourbillonnent dans son atmosphère. Ces vents soufflent dans l'ionosphère, une région située en dessous de la magnétosphère. Ce même vent pourrait être responsable de la vitesse de rotation variable de la planète. Ce phénomène fait qu'il est difficile pour les scientifiques de déterminer la durée d'une journée sur la planète aux anneaux. En parlant de vent, Saturne possède un mystérieux vortex qui tourbillonne au-dessus du pôle sud de la planète. L'ensemble ressemble à une énorme tempête de type ouragan sur Terre, mais son œil mesure à lui seul près de 4000 km de diamètre. À titre de comparaison, l'œil d'un ouragan terrestre typique ne mesure que 3 à 5 km de large. Ce qui déroute les astronomes, c'est que le phénomène s'apparente à un ouragan, mais ne se comporte pas comme tel. Il est stationnaire et continue de tourner au-dessus de la même zone du pôle sud. Et alors que les tourbillons polaires sur Terre ont des noyaux froids, celui de Saturne paraît chaud. Et maintenant, prépare-toi à une autre surprise que Saturne nous a préparée. Sur une image envoyée à la Terre par le télescope spatial Hubble, on peut voir 2 taches sombres sur le côté gauche des anneaux de la planète. Ces taches sont surnommées des spokes. Certains les ont comparées à des rayons de bicyclette. L'ombre et la forme des spokes varient. Ils peuvent sembler sombres ou clairs, cela dépend de l'angle et de l'éclairage. Parfois, ils peuvent même ressembler à des taches plutôt qu'à une forme classique de rayon radial. Ils ne durent pas non plus très longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils devraient être de plus en plus nombreux au fur et à mesure que nous nous rapprocherons du 6 mai 2025. C'est à cette date que se produira l'équinoxe d'automne sur Saturne. À l'échelle terrestre, c'est le moment où le Soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur de la planète et où le jour et la nuit atteignent leur durée moyenne. Mais sur Saturne, c'est un peu différent. Comme notre planète, Saturne est inclinée sur son axe. C'est pourquoi elle connaît 4 saisons. Mais comme l'orbite de la géante gazeuse est beaucoup plus grande, chacune de ces saisons dure environ 7 années terrestres. Cet équinoxe se produit lorsque les anneaux de Saturne sont orientés vers le Soleil. Mais quelle est la cause de ces spokes? Les astronomes pensent qu'il s'agit du champ magnétique de la géante gazeuse. Lorsqu'un champ magnétique planétaire interagit avec le vent solaire, il crée un environnement électriquement chargé. Comme nous le savons déjà, sur Terre, cela se traduit par des aurores boréales. Et si nous parlons de Saturne, les plus petites particules d'un anneau glacé peuvent également être chargées. Et cela fait probablement léviter temporairement ces particules au-dessus des plus gros débris qui composent ces anneaux. Les spokes des anneaux de Saturne ont été repérés pour la première fois par la mission Voyager de la NASA. Cela s'est passé au début des années 1980. À l'époque, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un phénomène saisonnier. Après tout, Voyager 2 n'a fait que passer à côté de la planète et a poursuivi sa route. Pour comprendre la nature et le fonctionnement de ces spokes, les astronomes avaient besoin d'un télescope spatial capable d'observer les anneaux de Saturne de loin. C'est là qu'intervient Hubble. Le dernier équinoxe sur Saturne a eu lieu en 2009. C'est à cette époque que la sonde spatiale Cassini orbitait autour de la géante gazeuse. Elle a envoyé de nombreuses images étonnantes à la Terre, et elle a réussi à prouver assez rapidement que les spokes n'étaient pas dus à une quelconque interaction gravitationnelle avec Saturne. Pas plus qu'à l'influence des lunes et des petits satellites de la géante gazeuse qui jalonnent les anneaux de la planète. Dès 2005, Cassini a été en mesure de confirmer que les spokes étaient liés au champ magnétique de Saturne. Et même si cette mission s'est achevée en 2017, aujourd'hui encore, Hubble continue sa surveillance à long terme des changements à la surface et autour de Saturne. En dépit de toutes ces observations, les astronomes ne peuvent toujours prédire ni le début ni la durée de vie de ces spokes. Fort heureusement, les anneaux proéminents de Saturne constituent un laboratoire idéal pour étudier ce phénomène. En effet, même si les autres géantes gazeuses du système solaire possèdent également des anneaux, ceux-ci ne sont pas aussi facilement observables.
Et les scientifiques ne savent pas s'il se trouve également des spokes sur ces planètes. Attention, attention, quelque chose de très excitant se passe sur Saturne. C'est ce qu'on appelle la saison des rayons. Et non, la planète ne se transforme pas en une gigantesque roue gazeuse. Laissez-nous vous éclairer sur ce phénomène captivant. Chaque année, le télescope spatial Hubble de la NASA consacre une partie de son temps à l'observation de Saturne. Cette géante gazeuse est la seconde plus grande planète du système solaire. Et ce corps céleste nous réserve encore des surprises. Prenons par exemple l'une des images récentes de la planète Saturne. Vous voyez ces stries floues, elles indiquent le début de la saison des rayons, plus connue sous le nom de spokes. À l'instar de notre planète, Saturne est incliné sur son axe, ce qui lui confère 4 saisons distinctes. Cependant, en raison de l'ampleur colossale de son orbite, chacune de ces saisons dure environ 7 années terrestres. C'est un point crucial à garder en tête. Pour saisir le concept unique de cette saison saturnienne, nous devons parler de l'équinoxe. Sur Terre, c'est le moment où le Soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur, rendant le jour et la nuit de longueur égale. Sur Saturne, c'est légèrement différent. Un équinoxe se produit lorsque les anneaux de Saturne sont inclinés de côté par rapport au Soleil. Bien que les équinoxes sur Saturne aient lieu à chaque printemps et à chaque automne, comme sur notre planète, ils se produisent beaucoup plus rarement, environ une fois toutes les 15 années terrestres. Voilà pourquoi les astronomes sont si enthousiastes au sujet de cet événement. Regardez maintenant. Il y a 2 rayons tachetés sur l'anneau B, à gauche de l'image. Ils ressemblent aux rayons d'une roue de bicyclette. Leur ombrage et leur forme varient. Ils peuvent paraître sombres ou clairs, selon l'angle et l'éclairage. Parfois, ils ressemblent davantage à des taches qu'à des rayons radiaux ordinaires. Ces spokes ne dureront pas longtemps, mais de plus en plus commenceront à apparaître à mesure que nous nous approcherons du 6 mai 2025, date de l'équinoxe d'automne sur Saturne. Mais quelle est donc l'origine de ces rayons? Les astronomes pensent qu'ils pourraient en être causés par le champ magnétique de la géante gazeuse. Lorsqu'un champ magnétique planétaire interagit avec le vent solaire, il crée un environnement électriquement chargé. Sur Terre, ce phénomène se manifeste par des aurores boréales. Concernant Saturne, les plus petites particules de glace de ces anneaux pourraient également se charger électriquement. Il est probable que cela les fasse léviter temporairement au-dessus des blocs de glace plus grands qui composent les anneaux. Les spokes des anneaux de Saturne ont été observés pour la première fois par la mission Voyager de la NASA au début des années 1980. À cette époque, nous ne savions pas que ces rayons étaient un phénomène saisonnier. Voyager 2 a simplement survolé la planète, puis a poursuivi son voyage. Pour comprendre la nature et le fonctionnement de ces rayons, les astronomes avaient besoin d'un télescope spatial capable d'observer Saturne à distance. Un télescope comme Hubble. L'équinoxe le plus récent sur Saturne a eu lieu en 2009, lorsque la sonde spatiale Cassini de la NASA se trouvait en orbite autour de la géante gazeuse. Cassini a envoyé de nombreux clichés étonnants vers la Terre, démontrant rapidement que ces rayons n'étaient pas causés par des interactions gravitationnelles avec Saturne, ni par l'influence de ses lunes, ou des petits satellites constituant les anneaux. En 2005, Cassini a confirmé que les rayons étaient liés au champ magnétique de Saturne. La mission Cassini s'est achevée en 2017, mais Hubble poursuit désormais une surveillance à long terme des changements autour de Saturne. Malgré toutes ces observations, les astronomes ne peuvent toujours pas prédire le début et la durée de la saison des spokes. Heureusement, les anneaux proéminents de Saturne offrent un laboratoire idéal pour étudier ce phénomène. Bien que les autres géantes gazeuses du système solaire possèdent également des anneaux, ceux-ci ne sont pas aussi visibles, et les scientifiques ne savent pas si des spokes y apparaissent. Toutefois, les rayons ne sont pas le seul phénomène spatial fascinant. Notre système solaire regorge de merveilles. Imaginez-vous debout à l'équateur martien, pieds dessus. Vos pieds ressentiraient une température agréable, comparable à une chaude journée de printemps. Cependant, il vous faudrait porter un chapeau, car à la hauteur de votre tête, il régnerait un froid glacial. Vénus tourne dans le sens inverse de la plupart des autres planètes du système solaire et du Soleil lui-même. Une hypothèse avancée par les astronomes est qu'une collision passée avec un objet massif, tel qu'un astéroïde, pourrait en être la cause. La lune de Jupiter, Io, est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire, avec plusieurs centaines de volcans. Sa surface présente une étrange teinte jaunâtre, constellée de taches qui lui donnent l'apparence d'une pizza au pepperoni. Europe, l'un des 4 plus grands satellites de Jupiter, est recouverte de glace, avec une épaisseur estimée entre 16 et 24 km. Certaines zones de cette surface glacée sont lisses,
ce qui ferait de cet endroit un terrain idéal pour le patinage artistique. Et si l'on rassemblait tous les astéroïdes connus du système solaire, leur masse totale serait inférieure à 10% de celle de notre Lune. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait encore posséder un noyau partiellement fondu, ce qui expliquerait la présence d'un champ magnétique, bien que celui-ci représente seulement 1% de la puissance de celui de la Terre. Le noyau de Mercure constitue environ 42% du volume total de la planète. De plus, sa surface présente des rides, appelées escarpements lobés, qui se sont formés lorsque son noyau de fer a provoqué une contraction de la croûte en refroidissant. Ces escarpements peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres et atteindre plus de 1000 mètres de hauteur. Uranus est la seule planète du système solaire à tourner sur le côté. Cette caractéristique pourrait être due à une ancienne collision cataclysmique avec un objet de la taille de la Terre, bien que cela ne reste qu'une théorie pour l'instant. Mars pourrait acquérir un ensemble d'anneaux dans les 70 millions d'années à venir. Sa plus grande lune, Phobos, se rapproche progressivement de la planète. Un jour, elle pourrait être désintégrée par les forces gravitationnelles de Mars et se transformer en un anneau qui pourrait persister pendant des millions d'années. On ne sera pas là pour voir ça, donc autant les croire sur parole. Les scientifiques estiment que la surface de la Lune possède plus de cratères que celle de la Terre, en raison de l'absence d'activité naturelle sur notre satellite. Sur Terre, les vents, les pluies, les tremblements de terre et l'érosion modifient continuellement la surface. En revanche, la Lune n'a presque pas de conditions météorologiques pour altérer son apparence. Saturne est la planète la plus aplatie du système solaire. Elle est comprimée au pôle, avec un équateur situé à environ 6400 km plus loin du centre de la planète que les pôles. Le télescope spatial Hubble, qui pèse presque autant que 2 éléphants d'Afrique mâles et est aussi long qu'un grand bus scolaire, on dirait le début d'une blague, a réalisé près de 1,5 million d'observations depuis son lancement en 1990. Ces données ont permis aux astronomes de rédiger environ 15 000 articles scientifiques. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que les gens peuvent observer dans l'espace à l'aide de télescopes est considéré comme de la matière normale, composée d'atomes et de molécules, et ne représente que moins de 5% de l'univers. Près de 68% est constitué d'énergie sombre, et les 27% restants sont de la matière noire. Est-ce vraiment important ? Oui, tout à fait. Saturne possède un vortex mystérieux qui tourbillonne au-dessus de son pôle sud. Ce phénomène ressemble à une énorme tempête de type ouragan, mesurant près de 8000 km de diamètre, soit les 2/3 du diamètre de la Terre. Ce qui intrigue les astronomes, c'est que bien que ce vortex ressemble à un ouragan, il ne se comporte pas comme tel. Saturne est également la seule planète du système solaire moins dense que l'eau. En d'autres termes, si vous trouviez une baignoire assez grande pour contenir cette géante gazeuse, elle y flotterait comme un canard en caoutchouc. Les tremblements de lune ne se produisent pas aussi fréquemment que les tremblements de terre. Mais lorsqu'ils se produisent, ils se manifestent plus près du centre du satellite. Les scientifiques pensent que ces tremblements de lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. L'une des lunes de Saturne, Japet, présente un étrange motif bicolore. Les 2 hémisphères de la Lune sont très différents. L'un est clair tandis que l'autre est étonnamment sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. La seule ceinture d'astéroïdes connue des astronomes dans le système solaire se trouve entre Mars et Jupiter. Des milliers d'astéroïdes occupent cette zone. Ce sont des objets solides de forme irrégulière et de taille variée, chacun bien plus petit qu'une planète. Les scientifiques ont analysé la composition chimique de certains météorites retrouvés dans le désert du Sahara, en Antarctique et ailleurs. Il s'avère que certaines de ces roches ont une origine martienne, tandis que d'autres proviennent de la Lune ou de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Ah, les roches spatiales cesseront-elles jamais de nous fasciner ?